Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Public Sénat. Les titres de ce 18h, le président américain dévoile la nouvelle stratégie en Afghanistan. Objectif, enrayer la menace terroriste. Quelques 4000 soldats supplémentaires seront envoyés sur place. Al-Qaïda est un cancer qui risque de détruire le Pakistan, a déclaré Barack Obama. Et quelques heures avant cette annonce, un attentat suicide a eu lieu dans une mosquée au Pakistan. Bilan 50 morts. Procès Colonna, les 9 juges de l'instance d'appel de la Cour d'assises de Paris délibèrent depuis 11h30 ce matin. Ils diront s'ils suivent ou non le verdict du premier procès qui avait condamné Yvan Colonna à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. Et puis tout à l'heure dans ce journal, nous aurons en ligne l'un des avocats d'Yvan Colonna, maître Patrick Maisonneuve. La polémique sur la distribution des bonus repart de plus belle avec l'affaire Natixis. François Fillon refuse de commenter aujourd'hui ce nouvel épisode. Et puis notre invité ce soir, Mathieu Bonduel, bonsoir, secrétaire général du syndicat de la magistrature et juge d'instruction. On parlera avec lui de la justice, de ses dysfonctionnements et puis de sa réforme nécessaire. Dans le journal, cette polémique autour des bonus de Natixis, la direction de cette banque a versé 90 millions d'euros à 3000 salariés au titre de l'exercice 2008, alors qu'elle enregistre une perte de 2,8 milliards d'euros. Ces bonus relancent une fois de plus la polémique. François Fillon a refusé de commenter cette nouvelle affaire, rappelant qu'un décret est en préparation, un décret qui relève du casse-tête juridique. Nicolas Béard. Dès la semaine prochaine, stock options et bonus seront hors la loi, du moins dans les entreprises ayant reçu le soutien de l'État, comme les 10,5 milliards d'euros de fonds propres reçus par les 6 banques françaises ou comme les 6 milliards de prêts octroyés à Renault et PSA. Je pense que les entreprises n'ont pas intérêt à utiliser l'aide de l'État, parce que sinon ça veut dire que l'État demain va avoir un droit d'ingérence dans la gestion de l'entreprise, au-delà même des salaires. Or, on sait très bien que la gestion publique n'est pas un modèle de gestion. Le décret devrait concerner la part variable de rémunération des mandataires sociaux. Les dirigeants des entreprises aidées devraient donc dire adieu à leurs bonus, stock options, retraite chapeau et parachute doré, histoire d'introduire un peu plus d'éthique en période de crise. L'aide de l'État, encore une fois, c'est pas une honte, mais c'est pas le moment où le contribuable doit payer les bonus des dirigeants. Lorsque la performance de l'entreprise est le fruit d'un levier de l'aide d'État, eh bien, on remercie l'État, mais on ne surremercie pas le dirigeant. Pour le moment, seule la rémunération des mandataires sociaux serait visée. Mais alors que Natixis affiche des pertes de 2,8 milliards d'euros, la banque verse 70 millions d'euros à ses collaborateurs au titre de l'année 2008. Certains craignent que le décret soit un préalable et concerne à terme directeurs délégués et traders. A priori, les mandataires sociaux sont ceux qui seraient visés, me semble-t-il, par ce décret. Par ailleurs, est-ce qu'il sera toujours licite dans ces entreprises-là de verser des bonus à de simples salariés, si je puis dire? C'est une question qui reste ouverte et ça dépendra du libellé de ce décret. Le gouvernement a privilégié la voie rapide réglementaire, mais si le décret vire au casse-tête juridique, il n'exclut pas de déposer un amendement à la loi de finances rectificative. Et puis pendant ce temps, les suppressions de postes continuent. Le fabricant d'équipements de montagne Rossignol annonce la suppression de 450 emplois, dont 275 en France. Les élections à la SNCF à présent et la CGT qui reste le premier syndicat. Mais la surprise vient cette fois-ci du bon score obtenu contre toute attente du syndicat réformiste l'UNSA qui ravit la place de deuxième organisation syndicale de l'entreprise aux radicaux de Sudrail. Une nouvelle configuration qui ne va pas sans déplaire à Guillaume Pépi. Le président de la SNCF s'est fixé comme objectif d'en finir avec la culture de la grève prêtée à la compagnie ferroviaire. Procès Colonna, je vous le disais dans les titres, la Cour d'appel délibère en ce moment même. Le jury uniquement composé de magistrats est enfermé depuis 11h30 ce matin dans la salle du Conseil de Paris du Palais de Justice. Ils examinent une liste de 34 questions. La question 31 résume à elle seule tout l'enjeu de ces 7 semaines de procès. Yvan Colonna est-il coupable d'avoir donné la mort au préfet Claude Erignac? Si la réponse est oui, ça sera la perpétuité pour le berger de Cargès assorti d'une peine de sûreté pouvant aller jusqu'à 22 ans. Alors on a au téléphone maître Patrick Maisonneuve, bonjour. Bonjour.
bonjour. Vous êtes en ce moment même avec les autres avocats donc d'Ivan Colonna. Vous attendez le verdict? Oui. Alors la Cour d'assises d'appel de Paris va rendre donc son verdict dans la soirée. Les réquisitions prônent la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans contre Ivan Colonna, soupçonné de l'assassinat du préfet Rignac. À quelques heures du verdict, à quel genre de condamnation vous attendez? Bon, écoutez, on l'a déjà dit, hein, ça a été la chronique d'une condamnation annoncée. Donc de toute façon, c'est absolument sans surprise. Nous savons d'ores et déjà que Ivan Colonna sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Si Ivan Colonna a demandé, a souhaité quitter cette audience il y a déjà maintenant plusieurs jours, c'est qu'il avait bien conscience que de toute façon, le débat a été enclenché contre lui, qu'il y avait un problème de partialité qui se... Mais justement, Maître Maisonneuve, vous n'avez pas arrêté de dire qu'il était condamné d'avance, mais par qui, selon vous? Il sera condamné par la Cour d'assises spécialement composée de Paris. Il y a celles et ceux qui ont appelé à sa condamnation maintenant depuis très longtemps. Les plus hautes autorités politiques de ce pays l'ont déclaré assassin du préfet Rignac. Cela a été dit à plusieurs reprises, que ce soit par les autorités politiques et par différents responsables. On l'a dit, Ivan Colonna, il assassin du préfet Rignac. Et depuis cette date, eh bien, on n'est jamais sorti de ces rails de l'accusation, malgré toute une série de problèmes qui, pour le moins, installent le doute en ce qui concerne le fait qu'Ivan Colonna soit l'assassin du préfet. Bon, je crois qu'on a décidé de ne pas en tenir compte, et c'est la raison pour laquelle... D'accord. Et quels sont les recours que vous envisagez? Nous allons faire un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'assises, parce qu'il y a eu notamment un problème de déloyauté. J'insiste sur ce point. Rappelons-nous quand même qu'il y a un certain nombre de pièces qui ne nous ont pas été communiquées, notamment des témoignages écrits qui sont arrivés à la Cour d'appel. Rappelons-nous également qu'il y avait une mesure qui était fondamentale, à savoir une reconstitution, et sur 2 mois d'audience. Croyez-vous un instant qu'on n'ait pas pu organiser cette reconstitution, qui d'ailleurs était appelée de ses voeux par le légiste, par les experts en balistique. Maître Maisonneuve, est-ce que la stratégie... Parce qu'on ne souhaite pas effectivement revenir sur ce qui a été dit pendant des périodes de garde à vue il y a maintenant plusieurs années. Maître Maisonneuve, est-ce que la stratégie de rupture que vous avez employée tout au long de ce procès, est-ce que vous pensez qu'elle a affaibli votre client? Je ne pense pas qu'elle l'ait affaibli, parce que je pense que de toute façon, la décision qui va intervenir dans quelques minutes, dans quelques heures, je n'en sais rien, eh bien cette décision, elle sera entachée du doute, et cela de façon définitive. Je crois que dans l'opinion publique, il y a au moins une interrogation qui se pose aujourd'hui. Je ne dis pas que l'opinion publique est convaincue de l'innocence d'Ivan Colonna, je pense en tous les cas qu'elle se pose des questions. Et elle a bien raison de se poser des questions. Et on verra, on ira en cour de cassation, on ira devant la Cour européenne, il y aura un verdict ce soir. Mais l'affaire Colonna va commencer. Maître Maisonneuve, vous êtes aussi l'avocat du juge Fabrice Burgot. Le Conseil supérieur de la magistrature a reporté sa décision au 24 avril sur une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre du jeune magistrat. Est-ce que ça va dans le sens, est-ce que c'est en faveur de votre client, selon vous, ce report de décision? Je n'en sais absolument rien. Je ne veux pas faire des hypothèses sur un délibéré qui, par définition, je ne connais pas, et sur des discussions que je ne connais pas. Je pense que cela, en tous les cas, révèle qu'il y a une vraie discussion et que donc les choses ne sont pas si simples. Voilà ce que je peux en tirer comme conclusion, mais je ne veux pas aller au-delà parce que je ne veux pas aller sur le terrain des hypothèses. Très bien, merci maître. On attend donc le verdict du procès Colonna qui devrait tomber en début de soirée. Mayotte, bientôt le 101e département français. Les électeurs mahorais seront consultés par référendum dimanche sur un changement de statut de leur île, collectivité depuis 1975. Ils attendent beaucoup de l'État français, notamment pour le logement, la santé, l'éducation ou encore le développement économique. Flora Sauvage. 35 ans après le référendum de 1974 sur l'indépendance des Comores, Mayotte vote dimanche pour devenir le 5e département français d'outre-mer. Situé dans l'océan Indien, Mayotte compte officiellement 22% de chômeurs, un tiers de sa population est clandestine et la moitié des salariés mahorais sont employés par le service public. Les Mahorais, je ne vois pas quel est leur choix. Si vous voulez, leur choix, quel serait leur choix aujourd'hui? De rejoindre les Comores? Ils n'ont pas voulu faire partie des Comores, notamment musulmanes. D'être indépendants de cette petite île indépendante en plein milieu de l'océan Indien. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que la France. En cas de oui au référendum dimanche, le droit coutumier sera supprimé. La polygamie sera définitivement interdite et la justice religieuse des cadis sera également supprimée.
Qu'est-ce que ça veut dire un département français? C'est-à-dire un lieu où toute la loi française doit s'appliquer pleinement, où toutes les règles de la France doivent s'appliquer pleinement. La République n'admet pas de justice particulière. La justice des cadis, c'est une justice religieuse. Donc, en principe, peu à peu, cette justice doit disparaître pour être remplacée par la justice de la République. Si le oui l'emporte au référendum dimanche, 2 projets de loi, l'un organique et l'autre ordinaire, seront alors présentés au Parlement en vue du changement de statut de l'île prévu pour 2011. C'est un nouvel obstacle au projet de loi création et Internet dont se serait bien passée la ministre de la Culture Christine Albanel. Les députés européens ont voté hier un texte qui recommande de faire de l'accès à Internet un droit fondamental. Le dispositif de riposte graduée prévu par le projet de loi du gouvernement pourrait ainsi être remis en cause. Jean-Baptiste Daoulas. Pour les députés européens, il est interdit d'interdire l'accès à Internet. Selon le texte voté hier, cet accès ne doit pas être refusé en tant que sanction. En clair, même si un internaute télécharge illégalement, il ne faut pas lui retirer sa connexion. Supprimer l'accès à Internet, c'est pourtant la solution qui a été votée par les sénateurs pour punir le téléchargement illégal. La réponse graduée est une réponse qui était nuancée, pas parfaite, mais c'était la meilleure réponse dans la situation dans laquelle on se trouve. Et je ne crois pas que le Parlement européen ait eu raison de faire cela. Mais heureusement, ce n'est pas une obligation qu'on a de respecter sa décision. Pour l'instant, le vote du Parlement européen n'est qu'une recommandation. Le gouvernement français n'est pas obligé de s'y plier. Mais les choses pourraient changer si la Commission européenne décide de légiférer. En attendant, les opposants à la loi création et Internet espèrent une prise de conscience en France. C'est le principe même de cette riposte graduée qui est inacceptable. Le principe de fournir aux industries du divertissement les moyens de faire la police elle-même sur Internet, cette autorité administrative et ces procédures kafkaïennes dans lesquelles il est impossible de prouver son innocence et de clamer son innocence avant que la sanction ne soit rendue, c'est l'ensemble du dispositif qui est inacceptable. C'est maintenant à l'Assemblée nationale de trancher. Les députés doivent examiner le projet de loi création et Internet la semaine prochaine. Elle est tout de suite la suite du 18h avec notre invité pour parler du fonctionnement de la justice. Mathieu Bonduel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la magistrature et également juge d'instruction. Le verdict dans le procès d'Ivan Colonna est attendu dans la soirée. Ces avocats, on le sait, ont quitté le procès ainsi que leurs clients depuis une semaine. Ils parlent d'un simulacre de procès, d'un guet-apens judiciaire. Est-ce que la justice va y laisser des plumes ce soir ? C'est possible, puisqu'en fait, la question qui est posée, c'est celle du fonctionnement de la justice antiterroriste. Qui a un fonctionnement très particulier, spécial, avec une composition spéciale de la cour d'assises, des procédures particulières dès le stade de la garde à vue. Et c'est vrai que cette justice apparaît comme une justice d'exception qui prête le flanc à la critique non seulement du procès lui-même, on s'en rend compte, mais aussi, et paradoxalement, de l'État. Mais alors peut-être aussi du verdict qui peut être rendu dans un procès où le principal concerné n'est pas là, où les avocats ne sont pas là et où, à chaque moment, la crédibilité du président d'audience est malmenée et remise en cause par la défense de rupture, la stratégie choisie par Ivan Colonna et ses avocats. Est-ce que le verdict est peut-être crédible aujourd'hui ? Ça, c'est pas à moi d'en juger, mais c'est vrai que bon, la stratégie de rupture est une défense possible, qui n'est pas scandaleuse en soi, dès lors en tout cas qu'elle est respectueuse des personnes. Mais c'est vrai que on peut se demander si ce fonctionnement de la justice antiterroriste n'appelle pas par lui-même, en quelque sorte, la défense de rupture. Alors une autre décision aujourd'hui a été rendue, c'est le report de la décision, de la sanction en tous les cas du juge Fabrice Burgaud dans l'affaire d'Outreau par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous-même, vous êtes juge d'instruction. Vous avez d'ailleurs aussi commencé votre carrière très tôt, vers l'âge de 26 ans, un petit peu comme le juge Fabrice Burgaud. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire ? Alors d'abord, on n'attend pas la sanction, on ne sait pas encore s'il va être sanctionné. S'il y a une sanction ou pas, c'est ce que j'ai dit, voilà, oui. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette affaire ? Écoutez, si vous voulez, on fait croire aux acquittés et à la population qu'on va régler ce désastre de l'affaire Doudreau avec une procédure disciplinaire contre le juge Burgaud. Et il faut quand même que les gens sachent que c'est la fausse réponse à un vrai problème. En réalité, c'est un système. Quel est le vrai problème ? C'est un système qui a dysfonctionné. C'est la chaîne pénale qui n'a pas marché selon vous ? C'est l'ensemble du système, c'est la procédure pénale qui est à revoir. Elle était à revoir. Une loi est intervenue après cette affaire
qui n'a répondu que très partiellement aux questions et aux problèmes qui étaient soulevés, la procédure pénale mérite encore aujourd'hui d'être réformée pour tirer toutes les leçons de ce désastre. Mais cette procédure, si vous voulez, elle est instrumentalisée politiquement, enfin c'est l'impression que ça peut donner en tout cas, pour dire on va donner un coupable en quelque sorte aux acquittés, à la population, on va faire payer quelqu'un, alors qu'en réalité la responsabilité est très largement partagée. Donc il aurait fallu d'autres accusés, entre guillemets, assis avec le juge Burgot? Alors ça, pour des raisons juridiques, c'était compliqué, parce qu'on ne peut pas toucher, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, à une décision de justice. Sinon, ce serait la porte ouverte à la contestation de toutes les décisions, alors que les décisions elles-mêmes peuvent faire l'objet de recours, notamment l'appel, etc. Donc il était difficile de renvoyer d'autres personnes devant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est simplement que ce n'est pas la réponse. La réponse disciplinaire n'est pas la bonne réponse. C'est-à-dire que le droit disciplinaire tel qu'il existe ne permet pas, à mon sens, à notre sens, de sanctionner ce qui a été relevé dans ce dossier. C'est le système qu'il faut changer. Et manifestement, on ne l'a pas changé et on hésite encore toujours à le changer de manière profonde et intelligente, si possible. Alors, en tout cas, il va y avoir des changements puisqu'il y a une réforme programmée de la suppression du juge d'instruction pour le remplacer par le juge de l'instruction. Votre sentiment sur cette réforme? Alors, vous voyez, justement, je vous parlais d'instrumentalisation politique. Il est quand même frappant de voir que Nicolas Sarkozy a quand même annoncé la suppression du juge d'instruction le 7 janvier. C'était un mois avant le début de l'audience du juge Burgot. On peut difficilement s'empêcher de faire le rapprochement. On savait qu'après les conclusions de la commission d'Outreau qu'il y aurait de toute façon une sanction disciplinaire. Certes, mais cette coïncidence de date est quand même troublante, sachant que Monsieur Sarkozy a pris tout le monde de court. Une commission, un comité de réflexion avait été installé le 14 octobre. Il devait rendre initialement ses conclusions en juin ou juillet. Et le 7 janvier, Nicolas Sarkozy leur dit ce qu'ils doivent conclure. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils ont conclu. Alors, pas la peine de vous demander votre avis sur la réforme. On a compris. Vous êtes évidemment... Je suis absolument opposé, nous sommes absolument opposés au projet de réforme tel qu'il se dessine. Mais quand on voit comment il n'y a pas de sanctions, et évidemment on ne peut pas encore parler de sanctions, mais pour le juge Burgot, comment il a instruit seul un petit peu cette affaire? Est-ce qu'on ne se dit pas qu'il faut qu'il y ait en tout cas un renforcement de l'instruction, du juge d'instruction, pour qu'il ne soit pas tout seul face à des affaires aussi importantes? C'est la principale faiblesse du juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il est seul, ce qui implique ou ce qui peut impliquer une focalisation personnelle un peu, soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire du juge vers le mis en examen ou du mis en examen vers le juge, c'était ça le défaut. Et la loi du 5 mars 2007, post-Outreau, visait à régler ce problème-là en instaurant une collégialité de l'instruction. Or, cette collégialité, elle doit entrer en vigueur normalement en 2010. Mais ça suppose qu'on maintienne le juge d'instruction. Et on nous dit, avant même qu'elle entre en vigueur, c'est quand même un petit peu incroyable, qu'on va supprimer le juge d'instruction. Donc on n'aura même pas eu le temps de voir ce que c'est que le travail en équipe à l'instruction, qu'en fait on va supprimer le juge d'instruction. Très bien, merci beaucoup Mathieu Bonduel. En tous les cas, le Conseil supérieur de la magistrature rendra son verdict le 24 avril. Comme chaque semaine maintenant, on retrouve la chronique de Caroline Delage. Il s'agit de parler des 100 jours d'Obama. Très bonne soirée sur Public Sénat. Bonjour à tous. Un rebond cette semaine, celui des places financières qui ont plutôt bien réagi au plan dévoilé par Timothy Geithner pour débarrasser les banques de leurs actifs toxiques. Le secrétaire au Trésor propose un programme d'investissement public-privé, annonce qui a donné un coup de fouet au marché asiatique et américain. Ce plan est absolument essentiel pour faire circuler à nouveau le crédit, selon Barack Obama, et il a convaincu certains républicains, mais pas tous les démocrates. Écoutez. It's a genuine and sincere effort to try to free up the credit markets. I don't know if it's going to work. It involves 1,000 times as much money as AIG executives received in bonuses. And it would make the American people 1,000 times as angry, except for the fact that it is so technical that the American people may not fully understand it. La population, elle, ne décolère pas après ce scandale des bonus versés aux dirigeants d'AIG, alors que l'entreprise est sous perfusion étatique. Face à la pression, le vice-président de la division des produits financiers, Jake DeSantis, a claqué la porte. Sa lettre de démission a été publiée par le New York Times. Jake DeSantis a décidé de rendre son bonus de $742 000, mais pas à l'entreprise. L'argent sera reversé à des organisations caritatives. Lui n'est pas prêt de démissionner, même s'il en avait envie et malgré la pression de certains républicains. Tim Geithner ne pourrait pas partir. Interrogé dans l'émission 60 Minutes sur une éventuelle démission du secrétaire au Trésor, voici ce que Barack Obama lui répondrait. C'est la phrase de la semaine. Désolé mon gars, mais tu gardes ton boulot.
Redonner confiance, c'est l'objectif de Barack Obama qui n'en finit plus de communiquer. Émission de variété la semaine dernière, multiples interviews dans les médias nationaux, lettres publiées dans une trentaine de journaux du monde entier. Le président a également donné sa deuxième conférence de presse cette semaine, exercice très solennel au cours duquel il a essentiellement défendu son budget. Et puis, il a inauguré un nouvel exercice, répondre directement aux questions des internautes sur le site de la Maison-Blanche. Le président martèle dans chacun de ses rendez-vous aux Américains qu'ils vont se sortir de cette crise et il voit déjà quelques lueurs d'espoir. Un exemple, les ventes de maisons neuves ont progressé de 5% en février, c'est le chiffre de la semaine. En face, eh bien, les Républicains n'ont pas grand-chose à proposer. Ils ont même du mal à se trouver un leader. Confession de la fille de John McCain, Meghan, sur le plateau de Larry King. Does your party have a leader? I don't think so right now. Not one that at least I can look up to and say this person totally antithesis the future of the Republican Party. I think that's the problem right now, is that the party is without a leader and sort of without a vision. Comme d'habitude, la note du romancier américain Jake LaMarr. Cette semaine, l'auteur de Confession d'un fils modèle donne un 8 sur 10 à Barack Obama. Explication. Cette semaine, la deuxième conférence de presse du président Obama était un vrai duel entre le président et la presse. Les journalistes ont devenu de plus en plus impatients avec Obama. J'ai trouvé Obama pendant la conférence un peu là. Un peu évasif, il était sur la défensive. Finalement, je pense qu'il a réussi, dans le sens que selon les sondages, il a toujours le soutien de grand public, mais la presse, même le New York Times et le Washington Post, qui étaient très enthousiastes jusqu'ici, sont devenus très durs avec lui. Le buzz autour d'Obama se poursuit-il sur Internet? La réponse de Caroline Deschamps. Obama la tête dans les étoiles. Le président américain a discuté avec les astronautes de la navette Discovery. Un échange bon enfant visible en streaming sur le site de la Maison-Blanche qui lui aura permis, l'espace d'une demi-heure, de prendre de l'altitude face aux affres de la crise économique. Hello, Commander, can you hear us? President, welcome aboard the International Space Station. Retour sur Terre avec Michelle Obama. La First Lady a en effet inauguré le potager de la Maison-Blanche. Glamour, même muni d'un râteau, Michelle Obama, accompagnée d'écoliers, a préparé le sol avant de planter brocolis, laitue et petits pois. Des produits bio pour la famille Obama et ses hôtes. De quoi faire oublier à Michelle son péché mignon, les frites. Des tomates non pas bio mais virtuelles, c'est ce que propose MoveOn.org. Sur son site, l'internaute peut se défouler et dénoncer le scandale des primes mirobolantes versées au cadre d'AIG en jetant des tomates sur le siège social du géant de l'assurance. Et pour décrypter la semaine d'Obama, 3 questions à Bernard Harcourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit et de sciences politiques à l'université de Chicago, ancien collègue de Barack Obama. Vous avez publié Journal de campagne après l'élection et là vous êtes en train d'écrire les 100 premiers jours. Barack Obama a finalement téléphoné à Nicolas Sarkozy cette semaine, mais on a l'impression que la France est loin d'être sa priorité. Il a parlé avant Nicolas Sarkozy à beaucoup d'autres chefs d'État. Alors est-ce que la France, à votre avis, est la dernière roue du carrosse ? Non, mais disons que avec le problème d'économie et puis les questions internationales plus brûlantes dans le Moyen-Orient, etc. Je crois que quand même, voilà, c'est pas la première chose à faire, c'est pas appeler la France, quoi. C'est d'autres partenaires, je crois, qui vont aider un peu plus. Ils sont plus stratégiques que la France. Ils sont plus stratégiques pour l'instant, maintenant, oui. Alors Barack Obama également cette semaine répond directement aux questions des internautes sur le site de la Maison-Blanche. Est-ce que son hyper-communication se fait au détriment de son action, à votre avis ? Non, je crois pas. Il s'est montré maître de la communication dès le début, à travers l'Internet, à travers son site web et tous les emails qu'il nous envoie. C'était intéressant pendant la campagne parce qu'en fait c'était McCain qui avait été le premier à utiliser l'Internet dans une campagne électorale. En 2000, mais il s'était montré maître, il nous envoyait des emails tout le temps, mais vous savez, je ne suis pas 100% sûr que c'est
toujours lui nécessairement qui les envoie. Donc, En tout cas, c'est lui qui répond aux interviews, qui est dans les journaux, qui est dans les médias, dans les émissions de variété. Il communique énormément. Oui, il communique énormément. Il utilise tous les différents moyens. Et donc, maintenant, il va s'attaquer aux emails. Mais bon. Et alors, chaque fois qu'il communique, il utilise, on a l'impression, la méthode Coué. Il martèle que ça va aller, qu'on va s'en sortir. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça redonne confiance aux Américains? Oui, les Américains semblent avoir confiance en Barack Obama. Donc, je crois que ça marche. Je crois qu'il y a beaucoup plus de critiques du côté républicain, qui est un peu en désarroi, qui est son leader maintenant. Mais du côté populaire, ça semble marcher. Alors cette semaine, des milliers d'Américains sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement contre ces fameux bonus AIG. C'est rare de voir les Américains dans la rue. Oui, c'est rare. C'est surprenant. Surprenant, mais je crois qu'il fallait s'y attendre. Vous savez, c'est la deuxième, c'est la récurrence. C'est pas la première fois. On avait déjà vu ça avec Merrill Lynch en décembre, où ils avaient fait des bonus de 4 milliards de dollars. Et donc voilà. C'était surprenant parce que AIG est bien à 80% nationalisé. Le PDG a été mis en place par l'administration, enfin c'était l'administration Bush, mais quand même par le gouvernement américain, et qu'ensuite il commence à donner des bonus. Ça va faire éclat, c'est clair. Juste d'un mot, il était comment comme collègue, Barack Obama? Impressionnant. Pourquoi? Toujours en forme, toujours très professionnel, jamais un mot mal placé, et toujours très conscient qu'on le regardait. Donc vous le reconnaissez en tant que président? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Bernard Harcourt, merci d'être venu nous voir à Paris sur notre plateau. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau point sur les 100 premiers jours d'Obama.